Fermez les yeux. Vous êtes à 20 mètres sous l'eau. Le silence, la profondeur, la magie des fonds marins. Et là, soudain, un bonnet rouge surgit devant vous. Ce n'est pas un poisson rare. Ce n'est pas un sous-marin furtif. C'est Jean-Yves Cousteau. Oui, le commandant Cousteau en pleine exploration. Explorateur audacieux, inventeur de génie, star des océans, mais aussi un homme aux anecdotes complètement dingues. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 10 histoires étonnantes que vous ne connaissez probablement pas sur cette légende des mers. Alors, accrochez-vous à votre tuba et c'est parti pour l'aventure. Allez, on va parler tout de suite du mythique bonnet rouge de Jean-Yves Cousteau. Ce n'est pas un accessoire de plongée à proprement parler. En réalité, c'est un repère visuel. Pour l'équipe en surface, ça permettait de savoir où se trouvait le commandant à tout moment. En réalité, c'était un repère visuel. Les plongeurs arrivaient à repérer à tout moment l'équipe en surface. Mais ce n'est pas tout. Le bonnet servait aussi à protéger la tête des chocs quand on circule dans un bateau ou une plateforme. Et un bonus, il gardait la tête au chaud entre deux plongées. Plutôt cool, hein? Au final, ce petit bout de laine est devenu l'icône absolue de l'aventure sous-marine. Parce qu'aujourd'hui, Cousteau sans bonnet rouge, c'est un peu comme Indiana Jones sans son chapeau ou Batman sans sa cape. Ça ne marche absolument pas. Avant Cousteau, plonger, c'était un cauchemar logistique. Des tuyaux partout, des combinaisons lourdes avec des armures et des plongeurs reliés à la surface comme des astronautes à leur vaisseau. Autant dire que ce n'était pas pour tout le monde. Mais en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Jean-Yves Cousteau et l'ingénieur Émile Gagnan mettent au point une invention qui va tout changer, l'aqualung, le tout premier détenteur autonome. À la base, ce n'était pas pour faire joli dans les clubs de plongée. L'idée, c'était de permettre aux plongeurs de combat d'opérer discrètement sous l'eau sans avoir besoin de remonter à la surface. Et après la guerre, Cousteau fait un choix qui va révolutionner le monde marin. Il décide de partager cette technologie avec le grand public. Résultat, des millions de personnes peuvent enfin explorer les océans comme jamais auparavant. Si aujourd'hui, vous pouvez descendre voir les poissons, ça ressemblait à un scaphandrier du 19e siècle, dites merci à Cousteau. Imaginez un bateau qui aurait vécu plus d'aventures que n'importe quel humain. Eh bien, ce bateau existe. C'est la Calypso. Avant de devenir le célèbre navire d'exploration de Cousteau, la Calypso était un dragueur de mines pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien ne le prédestinait à devenir une icône des fonds marins. Et pourtant, en 1950, Cousteau la transforme en véritable laboratoire flottant, prêt à sillonner les océans du globe. La Calypso, c'était ses expéditions en mer Rouge, en Antarctique, dans les Caraïbes, des documentaires cultes, des rencontres avec des créatures bizarres, des épaves oubliées, bref, un aventurier des mers à part entière. Franchement, si ce bateau pouvait parler, il aurait sans doute plus d'histoires à raconter que moi. Et aujourd'hui encore, son nom reste synonyme de rêve, d'exploration et d'un certain coup pour l'aventure marine. Cousteau et les dauphins, c'était une vraie histoire d'amour. Il les appelait les grands voyageurs des mers, et eux semblaient lui rendre l'appareil. Dans les années 70, il tourne Le Monde du Silence, un documentaire culte dans lequel il filme ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel, à une époque où très peu de gens avaient eu l'occasion de les observer d'aussi près. Mais ce que Cousteau aimait par-dessus tout chez les dauphins, c'était leur intelligence, leur curiosité et leur côté farceur. Allez, petite anecdote. Il racontait que certains dauphins devenaient de vrais clowns aquatiques, chippant les masques des plongeurs ou jouant à cache-cache avec les caméras. Mignon, oui, pratique pendant un tournage, pas toujours. Grâce à lui, des millions de personnes ont découvert ces animaux incroyables et commencé à les aimer autant que lui. En 1956, Jean-Yves Cousteau réalise un coup de maître avec son documentaire Le Monde du Silence, un film révolutionnaire pour l'époque. C'était l'un des tout premiers à plonger littéralement la caméra dans les profondeurs marines. Résultat, Palme d'Or à Cannes et Oscar du meilleur documentaire. Oui, un film sur les poissons qui raflent les plus grands prix du cinéma. C'est dire à quel point Cousteau était en avance sur son temps. Ce film a émerveillé des millions de spectateurs et a contribué à populariser la plongée et la beauté des océans comme jamais auparavant. Mais petit bémol, qui pique un peu avec le recul. Certaines scènes, notamment sur les requins, sont toujours très critiquées.
À l'époque, la protection des espèces n'était pas vraiment au programme. On regardait la nature avec un regard de conquérant, pas encore d'écologiste. Malgré ça, Le Monde du silence reste une œuvre fondatrice qui a marqué l'histoire du cinéma et de l'exploration sous-marine. Vous saviez que Jacques Cousteau et John F. Kennedy avaient un point commun? Ils étaient tous les deux fascinés par l'océan. En 1961, Cousteau est invité à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain. Objectif, parler préservation des océans, mais aussi base sous-marine habitée. Oui, un genre de station spatiale internationale, mais au fond de l'eau. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour, mais l'idée était sacrément stylée quand même. Même si Kennedy n'a jamais plongé avec Cousteau, il a soutenu activement sa cause, ce qui a été un tournant majeur pour la reconnaissance de l'environnement marin à l'échelle internationale. Cette rencontre entre un explorateur des mers et un président visionnaire montre bien que les océans commençaient enfin à entrer dans les préoccupations politiques. Aujourd'hui, on sait que les requins ne sont pas des machines à dévorer tout ce qui bouge. Mais à l'époque de Jacques Cousteau, c'était une autre ambiance. Dans les années 1950, Cousteau fait partie des tout premiers à plonger et filmer ces créatures dans leur habitat naturel. Imaginez un peu. Pas de cage, pas de protection high-tech, juste lui, son équipe et des requins. Parfois très proches. Autant dire qu'à l'époque, il fallait garder son sang-froid. Au fil des plongées, il réalise une chose capitale. Les requins ne sont pas les monstres sanguinaires qu'on imagine, mais des animaux fascinants, souvent curieux et méfiants, rarement agressifs sans raison. En les filmant avec respect, Cousteau a contribué à changer durablement l'image des requins dans l'esprit du grand public. Grâce à lui, on a commencé à les voir comme des espèces à étudier et à protéger, et non comme des stars de films d'horreur. Attendez, Cousteau a découvert le Titanic. Bon, et bien presque. En 1976, Jacques Cousteau mène une expédition pour tenter de retrouver l'épave légendaire du Titanic. Malheureusement, sans succès. Ce sera finalement Robert Bayard qui en fera la découverte officielle en 1985. Mais attention, Cousteau n'a pas perdu son temps. Bien avant ça, il avait déjà exploré des épaves mythiques comme celle du Bismarck, un célèbre cuirassé allemand coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces missions ont permis de développer les techniques de plongée en eau profonde et de poser les bases de l'exploration archéologique sous-marine moderne. En clair, même s'il n'a pas mis la main sur le Titanic, Cousteau a ouvert la voie à ceux qui l'ont fait. Et puis, entre nous, on ne peut pas tout découvrir non plus, hein. Descendre à plus de 10 000 mètres de profondeur, ça vous tente ? En 1960, le bathyscaphe Trieste atteint le fond de la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres sous la surface, l'endroit le plus profond connu sur Terre. À bord, Jacques Piccard et Don Walsh, deux pionniers qui marquent l'histoire. Et au fond, dans le noir total, surprise, la vie, un poisson. Oui, même là-bas, la vie trouve toujours un moyen. Alors non. Cousteau n'était pas dans le Trieste, mais il a clairement joué un rôle dans cette aventure. En tant que grand promoteur des submersibles et de l'exploration profonde, il a contribué à faire avancer les technologies qui ont rendu ce genre d'expédition possible. Car Cousteau, ce n'était pas juste un homme avec un tuba, c'était un ingénieur, toujours à la recherche de nouvelles façons de repousser les limites du monde sous-marin. Si Jacques Cousteau est d'abord devenu célèbre pour ses explorations spectaculaires, il a vite compris une chose essentielle, l'océan est fragile. Dans les années 70, à une époque où peu de gens s'en souciaient encore, il tire la sonnette d'alarme. Pollution, surpêche, chasse à la baleine, destruction des écosystèmes. Cousteau en parle avant tout le monde. En 1973, il fonde le Cousteau Society, une organisation dédiée à la protection des mers et des océans. Et pendant les dernières années de sa vie, il se consacre presque exclusivement à l'écologie marine. Aujourd'hui, son message est plus actuel que jamais. Et franchement, s'il voyait l'état des océans en 2025, il ferait sans doute une Christener sous-marine avec bonnet rouge et mégaphone en main. L'héritage de Cousteau, ce n'est pas juste des images incroyables sous l'eau,
c'est aussi une conscience écologique pionnière qui nous rappelle à quel point il est urgent d'agir. Et voilà, vous venez de plonger dans 10 anecdotes aussi profondes que la fosse des Mariannes sur Jacques Cousteau. Alors dites-moi en commentaire, laquelle vous a fait dire « Sérieux ?» Le bonnet rouge, les dauphins farceurs ou la base secrète sous-marine façon James Bond? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et préparez vos palmes. Parce qu'ici, on ne nage pas en surface, on explore, on apprend et on rigole, parfois en même temps. Allez, à très vite pour une nouvelle aventure. Et d'ici là, gardez la tête sous l'eau, mais les idées claires.